selon un média libanais, on attend d'avoir la confirmation exacte, mais le ministre des Affaires étrangères iranien, qui est arrivé sur place hier à Islamabad, serait déjà parti, il aurait quitté la capitale pakistanaise. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Comme vous le laissez entendre, il faut que nous en ayons confirmation, parce que d'abord, le Liban n'est pas vraiment directement impliqué dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis, donc prudence, mère de sûreté, comme l'on dit. Deuxièmement, ça fait partie éventuellement des tactiques dont les Iraniens raffolent pour créer un petit peu de déstabilisation vis-à-vis du camp adverse. Donc toutes les hypothèses sont possibles, la troisième étant que l'information est fausse et que donc les négociations vont effectivement se poursuivre, parce qu'elles se poursuivent depuis 3 semaines, n'est-ce pas ? C'est pas parce qu'on n'en est qu'à la deuxième rencontre que les Pakistanais ne font pas leur travail de passage de messages de l'un à l'autre. Et les Pakistanais, en plus, ce sont les alliés de la Chine. Donc, voyez-vous, on est à un grand carrefour de négociations. Concernant, Gérard Vespierre, ces fameuses lignes rouges de chaque côté, là, on se dit ils négocient, donc ils se mettent d'accord ou pas sur des lignes rouges, en tout cas, ils les posent. Côté, on va dire, américain d'abord, quelle pourrait être la ligne rouge des Américains et ensuite des Iraniens ? En fait, sur quoi peut se jouer la négociation ? La négociation a 3 chapitres, au moins, et un 4e avec les sanctions économiques. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs foyers de négociation, le nucléaire, le balistique, l'action extérieure de l'Iran avec les proxys, donc comment empêcher ou freiner l'Iran vers le Hezbollah, vers les Houthis, etc. Et puis les sanctions économiques, parce qu'on parle beaucoup du militaire, des négociations, mais on ne parle pas des difficultés économiques invraisemblables dans lesquelles l'Iran se trouve. Donc il y a aussi tout ce manège, si vous voulez, de dispersion, de communication vers d'autres sujets, que le sujet qui fait vraiment mal à l'Iran, c'est l'économique. Ils sont venus à la table des négociations parce qu'il y a eu des débuts de frappe sur les ponts à l'intérieur du pays. Et qui dit pas de circulation routière dit un effondrement commercial, parce que le réseau ferré est très faible. Donc, voyez-vous, il y a un tas de leviers qui sont en réalité sur le terrain, mais qui n'apparaissent pas. Et maintenant, on essaye de priver l'Iran de ses recettes pétrolières. Donc, à nouveau, voyez-vous, le chapitre économique est insuffisamment abordé dans nos échanges. C'est pour ça que je me permets de faire mais je voulais y venir, évidemment. Parce que c'est effectivement essentiel. Et les lignes rouges, si vous voulez, elles sont rouges peut-être, mais elles sont flexibles. Autrement, il n'y aurait pas de négociation. Oui. C'est le but là-bas, c'est de dire, voilà, la ligne rouge, quelquefois, comme on voit sur les routes, la ligne blanche, et bon, elle serpente, parce qu'elle était mal posée. Et bien là, c'est la même chose, la ligne rouge, elle serpente. Ça va être très dur. Ça va être assez compliqué. Maintenant, effectivement, le nucléaire est-il la ligne de défense de dissuasion ? Je ne crois pas, puisqu'ils ne sont pas puissance nucléaire. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'en termes de missiles, l'architecture stratégique de dissuasion de l'Iran a été basée autour de milliers et de dizaines de milliers de missiles. Et donc, on a vu qu'effectivement, leur capacité de frappe vers leurs adversaires, pays du Golfe, base américaine et Israël, a permis à l'Iran de se maintenir en position, au régime de se maintenir en position. Oui, allez, c'est avec nous, Jean-Claude Allard. Gérard Vespierre, vous vouliez réagir ? Oui, je pense que le détroit d'Ormuz sera une conclusion. À partir du moment où il y aura des prémices d'accord sur 1, 2 ou les 3 chapitres que nous venons d'aborder. Vous voulez dire que ce n'est pas ce qui va déclencher la paix, ce sera l'aboutissement. C'est l'arme ultime de l'Iran. C'est logique. Donc vous ne laissez pas partir votre arme ultime quand la signature ultime n'a pas été acquise. Donc il va falloir, à mon humble avis, n'est-ce pas, qu'il y ait des accords déjà ou des prémices forts d'accords sur les 3 chapitres, un 4e sur les sanctions, le domaine économique comme on l'a abordé tout à l'heure, et à ce moment-là, on aboutira à un retrait sur la situation d'Ormuz. Ne serait-ce pas un petit peu de communication, n'est-ce pas ? Voilà. Peut-être. Voilà. Donc je pense qu'il faut que nous. Non, mais il y a toujours cette idée, je pense qu'il faut que les États-Unis et que Trump cherchent un point de sortie à tout prix. Il faut que nous fassions très attention au fait que nous remettions telles quelles les déclarations du gouvernement iranien. Il faut impérativement
tout comme nous faisons, n'est-ce pas, vis-à-vis des déclarations de Donald Trump, ils mettent une analyse vraiment rigoureuse. Il y a deux guerres. Il y a une guerre, effectivement, économico-politico-militaire, et puis il y a la guerre des communiqués. Et le fait de dire on est les meilleurs, on est les plus forts, mais les Américains le disent, les Iraniens le disent, voyez-vous. Là, ça change rien. C'est pas ce que disent exactement les Iraniens. Le voyage d'un bateau, ça ne va pas débloquer un bateau, ça ne va pas empêcher un bateau de passer, ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas? Mais ça permet de dire, vous regardez comme le pouvoir iranien est fort, alors qu'il faut 1 450 000 unités de compte, c'est-à-dire de rial. Il faut 1 450 000 rials pour faire $1. Voyez-vous, voilà les réalités. Le fait de couper Internet, effectivement, ça empêche les ménages de communiquer entre eux et de prévoir des manifestations, mais ça anéantit le commerce intérieur. Donc, voyez-vous, voilà les éléments qui font vraiment le fond de la situation sur lequel il faut que nous réfléchissions. Bertrand